Cette semaine à l'émission, nous rencontrons Régent Côté, auteur. Monsieur Côté a dernièrement lancé l'essai Diplomatie, militantisme et réconciliation, qu'il consigne avec Gilbert Pilote, un ami innu de longue date. Bonjour, Monsieur Côté. Oui, bonjour. Pouvez-vous me parler de votre dernier livre? Le dernier livre, il s'intitule Peuple autochtone au Québec et on a choisi les mots diplomatie, militantisme et réconciliation. C'est trois piliers, je dirais, qui traversent la problématique des peuples autochtones ou dans les relations entre autochtones et non autochtones. En gros, on a voulu reprendre depuis le début de la Confédération, aller jusqu'à maintenant, toutes les actions qui ont été posées par les peuples autochtones et des actions qui étaient à la fois de l'ordre de la diplomatie, du militantisme et de la réconciliation. Donc, essentiellement, on a fait une démarche historique pour démontrer les trois, ou faire ressortir comment le Canada s'est comporté dans ce qu'on appelle les trois grandes modes de pensée depuis le début de la Confédération jusqu'à maintenant. C'est-à-dire comment le Canada s'est comporté lors du colonialisme, comment le Canada s'est comporté dans les années 1960 ou à peu près dans ce qu'on a appelé la décolonisation des peuples à travers le monde, et comment le Canada s'est comporté ou veut se comporter dans ce qu'on appelle la sphère de la réconciliation, qui est un peu la troisième révolution de la pensée juridique au Canada. Comme vous avez eu une carrière à l'international, est-ce que cela vous a aidé à mieux comprendre le peuple autochtone? D'abord, j'ai 40 ans d'expérience comme consultant auprès des peuples autochtones au Canada. C'est sûr qu'en étant gestionnaire de crise humanitaire avec les Nations unies, ben, d'abord, je me suis familiarisé avec toutes les instances internes des Nations unies. J'ai eu accès à des documents. Donc, ça m'a permis de saisir différents instruments internationaux qu'on a mis en application dans le livre et dans d'autres endroits. Donc, une maîtrise des instruments internationaux, par exemple, sur l'environnement, sur le racisme, sur un ensemble de sujets. Donc, ma vie a été d'abord traversée par deux grands courants, là, pas uniquement, mais deux grands courants. Celui de mes interventions auprès des peuples autochtones dès l'âge de 25 ans, au sortir de l'université, et en même temps, la carrière que j'ai faite avec l'international qui m'a permis d'enrichir tout le développement de la pensée ou des peuples ou de la communauté internationale à travers le monde concernant les peuples autochtones. Et vous avez eu un co-auteur aussi, M. Pilot, hein? Oui, c'est ça. Gilbert, M. Pilot-Gilbert, c'est un membre de la nation Innu. Et nous, on se connaît depuis 1975. On a toujours milité, travaillé ensemble. C'est un monsieur qui s'est beaucoup battu pour les droits des peuples autochtones. Lui-même est allé aux Nations unies défendre les Inuits, s'est présenté là, comme d'autres aussi. Mais lui-même, il a fait beaucoup de batailles sur le saumon, nommez-les, là, différentes batailles pour la reconnaissance des droits autochtones. Donc, nous, on est liés d'amitié. Je dirais, depuis 1975, et on collabore. C'est le deuxième livre qu'on écrit ensemble. Le premier livre parlait de quoi, lui? Le premier livre s'intitule Pacte socio-économique entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et le peuple Innu. Essentiellement, c'est le développement durable sur Nitassinan, le territoire du peuple Innu. Et alors, on a essayé de prendre la Déclaration des Nations unies, de la décomposer et de l'appliquer à différents gestes. De l'octroi du bail, aller jusqu'à l'environnement et l'exportation et tout. Donc, on a tout décomposé, la manière de faire des industries extractives sur Nitassinan, et on a intégré comment on aimerait ou comment les Autochtones aimeraient que ça se passe par rapport à maintenant. Et ça a eu pas mal de bonnes réactions. Et je peux vous assurer que moi, là où j'ai été le plus interpellé comme auteur, c'est par les minières elles-mêmes qui m'ont convoqué. J'ai rencontré des grands DG de minières au Québec
Puis ils m'ont demandé de leur expliquer le livre, de leur expliquer certaines choses. Ce que j'ai fait. Les Autochtones, ben, je pense que M. Pilot a fait aussi son travail auprès des peuples autochtones pour les sensibiliser au livre ou au contenu du livre. Et pour revenir au dernier essai qui a été paru, est-ce qu'on parle du peuple Micmac? Oui, dans cette démarche historique-là, la démarche historique là, de montrant un peu les actions de diplomatie, de militantisme et réconciliation depuis le début de la Confédération jusqu'à maintenant, ben oui, on parle des Micmacs. Et les Micmacs, bien avant la Confédération, dès 1725, ils ont été les premiers à avoir des traités de paix et d'amitié, comme on dit, avec la couronne britannique et eux, en fin de compte. Donc, ils ont été à l'avant-garde de beaucoup de choses à cet aspect-là. Puis, ils ont fait des représentations à Londres aussi. Vous voyez la démarche diplomatique. Alors, ils ont été constamment là, je veux dire, ils ont même été précurseurs parce que les Maritimes étaient un des premiers endroits où la couronne britannique a négocié, entre guillemets, des traités. Alors, les Micmacs ont joué un rôle de pionnier dans ce sens-là. C'est très bon à savoir. Et qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet essai? Ben, je dirais depuis que je travaille auprès des peuples autochtones, c'est d'abord la défense et la promotion des droits des peuples autochtones et les engagements du Canada. Pour faire ça simple, pour situer les gens, en 2007, les Nations unies ont adopté la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. La même année, en 2007, c'est adopté par l'ensemble des États, j'ai bien dit la majorité, sauf 4 États, ou 4 pays qui ont refusé, dont le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le Canada, qui était dirigé par M. Harper, a refusé, prétextant que ça donnait un pouvoir trop grand au peuple autochtone dans ce qu'il appelait le droit à l'autodétermination et leur possibilité de refuser tout développement du Canada fait par le Canada du gouvernement canadien. Très cool. Donc, puis 2010, pour faire la petite histoire courte, 2010, M. Harper a revisé ses positions et il a accepté la déclaration, mais en spécifiant que le refus, lors de la consultation pour le consentement, était inadmissible, etc. Mais il l'a accepté. Le Canada aussi en 2010, le Québec aussi en 2010 a accepté. À partir de là, on fait un bond. 2015 arrive M. Trudeau au pouvoir et d'office, il s'en va à l'Assemblée des Nations unies à New York et il déclare officiellement que les vieilles structures vétustes, comme la loi des Indiens, doivent disparaître et qu'il s'engage à adopter et à mettre en application la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Ceci étant dit, il installe un comité de travail pour revoir les lois, pour tous les règlements. Et il met sur pied différentes consultations en concertation avec les Autochtones. Mais il demeure toujours sur un point fixe, surtout à partir de 2017. Il dit carrément, oui, on va mettre en application cette déclaration, mais à partir de l'article 35 de l'article 35 de la Constitution qui dit essentiellement la reconnaissance des droits ancestraux existants issus de traités. Donc, mais cet article 35-là, il ne faut pas l'oublier, elle est constituée, en fin de compte, de toute la jurisprudence canadienne au cours des années. Et la jurisprudence canadienne a toujours visé non pas à reconnaître le droit, mais à annuler ou à anéantir les droits des peuples autochtones. Par la force des choses, les tribunaux, avec l'évolution du droit international, ont fini par reconnaître des victoires aux Autochtones. Mais ces victoires restent limitées dans le champ de compétences du Canada ou de la juridiction canadienne. Dit en d'autres mots, ça restreint l'application totale de la Déclaration des Nations unies
sur les droits des peuples autochtones. 46 articles sont limités. Leur interprétation est limitée actuellement par l'article 35, fait de la jurisprudence canadienne. Or, les Autochtones, et c'est ça qu'on démontre un peu dans le livre, ont une position autre. Et quelle est leur position? Ils disent, nous, pour s'assurer que ça sera l'entièreté de cette déclaration qui sera reconnue, alors on demande qu'une loi habilitante, une loi qui donne un pouvoir aux Autochtones, une loi habilitante, soit votée, et cette loi comprend l'entièreté des articles de cette Déclaration des Nations unies des droits des peuples autochtones. Et cette loi-là, une fois adoptée, une fois mise en place, est incluse dans la Constitution, donc enchâssée dans la Constitution. Ce qui ferait la référence première de tout ce qui s'appelle la définition, l'interprétation des droits des peuples autochtones. De surcroît, les Autochtones souhaiteraient, parce que c'est déjà dans la déclaration, mais mettons de le négocier plus, un ordre distinct et légal des peuples autochtones au sein de toute la grande structure du Canada pour développer le pays d'égal à égal avec les non-autochtones. Donc, le livre démontre, appuie. On a fait un effort énorme. Il y a 250, 230 références pour appuyer tout ce qu'on dit. Et donc, c'est une démarche qui démontre les efforts des peuples autochtones pour en arriver à s'autodéterminer, les obstacles mis subtilement ou non sur pied pour empêcher cette autodétermination des peuples autochtones. Et alors, la réconciliation, elle vient comment? La commission vient, la commission de réconciliation a quand même dit clairement au gouvernement canadien que la réussite de la réconciliation au Canada est liée, je dirais obligatoirement liée à l'application intégrale des articles de la déclaration. Alors, tout le monde tire dans le même champ. Si on veut la réconciliation, le mot simple, c'est il faut appliquer intégralement, c'est-à-dire autrement, il faut appliquer selon le droit international et non selon l'article 35, le droit international, l'ensemble des articles de cette déclaration-là et négocier dans ce même esprit-là tout ce qui peut concrètement s'ajuster d'une province à l'autre, mais l'esprit premier du droit autochtone, les traditions juridiques autochtones sont respectées. Donc, la réconciliation est toujours possible. Elle est possible dans la mesure où le gouvernement renonce à appliquer la Déclaration des Nations unies en fonction de l'article 35, mais s'appuie davantage sur le droit international. Dans ce cas-là, oui, elle est possible. Donc, beaucoup à apprendre dans ce dernier essai que vous avez écrit en collaboration avec M. Gilbert Pilot. Je l'espère, en tout cas, qu'on a fait un effort utile pour aider les gens à bien saisir l'importance de reconnaître les droits des peuples autochtones. Et vous avez une nouvelle parution qui pourrait paraître dans les prochaines années? Ben, on travaille sur autre chose. M. Pilot et moi, on travaille sur un autre livre. Là, ça va être beaucoup plus, peut-être plus personnel au sens, on va reprendre beaucoup plus ce qu'il a fait au niveau régional, au niveau local, régional et international dans ses démarches. Vous savez, M. Pilot a réussi un tour de force. Il a réussi à convoquer les deux commissions des droits de la personne, celle du Québec et celle du Canada, dans le gymnase de la communauté pour faire valoir, et la communauté a pu directement s'adresser aux deux commissions au lieu des papiers comme on fait habituellement, puis toutes les plaintes, puis là, il y a les deux présidents de la commission étaient là dans le gymnase et toute la population était là, a fait valoir pendant au moins 2 jours tous les griefs qu'ils ont eus, etc. Ça s'est rarement vu. Donc, c'est un peu tous ces aspects-là. Lui, il veut se remémorer ça, donc un peu ses mémoires. Et je vais travailler de façon backbencher avec lui pour aller de l'avant si sa santé, parce qu'il est malade, le permet. Peut-être en terminant, une dernière chose, c'est les Mi'kmaq.
Les Mi'kmaq ont quand même toujours, je vous disais tantôt qu'ils ont été un peu pionniers à bien des niveaux, mais en 2016, ils ont été parmi les Premières Nations à appliquer à l'intérieur de leur fonctionnement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. C'est pas le gouvernement qui doit l'appliquer. Chaque nation, chaque conseil de bande doit prendre une résolution pour l'adopter. Et comment le Mi'kmaq, attends un peu, le Member 2 Family Home, selon mon expression ou selon la mémoire que j'en ai, ont adopté la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Donc, encore une fois, les Mi'kmaq ont fait, sans que j'aie une vision complète de toutes les démarches de chaque nation, mais ils ont quand même souligné l'importance d'appliquer, même au niveau local, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ce qui est quand même très bien, je crois, que pour l'avenir. Très bien, c'est en 2016 et ça inaugure. Encore une fois, ils sont pionniers, ils tracent des voies. Bien, merci beaucoup, M. Côté. Alors, écoutez, moi, je vous dis merci aussi. Parfait, bien, merci beaucoup.